Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette masterclass qui est la deuxième masterclass du cycle que l'on peut proposer cette année. On est ravis de vous retrouver et bienvenue aux nouveaux participants. Moi, je suis Marjolaine Briquet, je travaille à EM Lyon au sein de la direction employabilité. Donc, la direction employabilité au Career Center, c'est une équipe de 25 personnes qui accompagne les étudiants dans la construction de leurs projets professionnels, mais aussi dans le développement de relations avec des entreprises et employeurs, donc en France et à l'international. On a le plaisir d'organiser ce cycle de masterclass à destination de nos partenaires entreprises et relations participants et extérieurs avec Implit pour cette session et Witifit qui vont vous parler de l'engagement collaborateur. Voilà, donc écoutez, je laisse la parole à mes collègues Nathalie et Thomas et je vous dis à tout à l'heure. Merci à tous et bonne masterclass. Merci Marjolaine. Je prends la suite. Alors, bienvenue à tous dans ce webinaire dans lequel nous allons, comme le disait Marjolaine, vous partager les leviers permettant de développer et de maintenir l'engagement de vos collaborateurs. Dans cette période très particulière, on le vit tous de cette manière-là. Alors, je me présente, je suis Nathalie Turquet de Beauregard, je suis manager au sein de l'équipe Capital Humain du cabinet de conseil Implid et nous intervenons sur le facteur humain en menant des missions de conduite du changement, de transformation managériale et de digitalisation de la fonction RH. Je suis également coach en entreprise et puis je vais laisser la parole à notre partenaire digital, Thomas. À toi. Merci Nathalie. Donc, je suis Thomas Cornet, je suis un des deux cofondateurs de la solution et l'entreprise qui s'appelle Witifit. Vous le verrez, c'est une plateforme qu'on a constituée autour du niveau d'engagement et puis d'évaluation des facteurs humains dans une démarche très particulière et que nous avons constituée en partenariat public-privé avec le CHU de Clermont-Ferrand. Alors, nous allons vous présenter notre démarche d'accompagnement qui permet de rassembler tous les acteurs de l'entreprise autour d'enjeux communs et de savoir de manière très régulière et récurrente comment vos collaborateurs vivent la transformation de votre organisation. On va leur donner la possibilité, grâce à la plateforme digitale, de s'exprimer, de contribuer concrètement au projet et ça de manière vraiment continue, ce qui a pour effet de développer l'engagement sur le long terme. Alors, on va vous expliquer plus largement, on va vous faire aussi part de 2 REX sur 2 missions qu'on est en train de mener et ce qui va vous permettre d'éclairer, d'illustrer la démarche. Alors, je précise juste, ce webinaire, on va laisser 30 minutes, à peu près 30 minutes où on va vous expliquer, alors ce sera un petit peu descendant, mais comme ça, vous aurez la visibilité complète de notre démarche et d'un REX. Et puis derrière, on aura à peu près 30 minutes de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas, il y a le chat qui est disponible. N'hésitez pas, au fil de ce que ça vous inspire, de poser vos questions et on y répondra au bout des 30 minutes. OK ? Alors, on va commencer d'abord, l'engagement, un petit rappel sur l'engagement et ses bénéfices. Un collaborateur engagé, il est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 30% plus productif, 55% plus créatif. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ça. Donc, c'est vrai que l'engagement collaborateur, c'est un enjeu clé pour permettre de réussir vos transformations. Et en ce moment, on est en plein dedans. On doit faire face aussi à une crise sanitaire sans précédent, à se repositionner. Donc, c'est important de prendre soin de son facteur humain. Et quand on prend soin de son facteur humain, il y a un effet très positif qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est que derrière, en prenant soin de vos collaborateurs, ils prennent soin de vos clients aussi. Donc, on voit que l'engagement collaborateur a un effet positif sur la satisfaction de vos clients. Alors, quelques constats qui sortent des sondages, différents sondages qui ont été menés très, très récemment. Concernant l'engagement, vraiment, il y a un sondage qui est paru le 20 novembre et qui portait sur des participants qui ont répondu fin octobre, donc on était vraiment au tout début du 2e confinement, et qui montre qu'un salarié sur 2 reste dans son entreprise faute de trouver mieux, que 35% ne trouvent pas de sens à leur travail et 36% ont perdu de la fierté à travailler pour leur entreprise. Donc, on voit bien que le niveau d'engagement n'est pas au mieux de ce qu'on a pu connaître. Et puis Thomas, tu vas nous présenter aussi un autre sondage qui était mené d'ailleurs avec Witifit et IFOP. Et CSI. Absolument. Donc, on a mené une deuxième étude avec CSI et sous le mandat de l'IFOP.
où c'était la deuxième étude, parce qu'on en a fait 2 successivement, une à la sortie du confinement et l'autre assez récemment, où on voulait effectivement sonder un peu les attentes des collaborateurs dans ce remaniement qu'on a pu voir. Et en fait, les éléments essentiels qui sont ressortis de manière confrontée de l'une sur l'autre, c'est, comme vous le voyez, la notion de conciliation vie pro, vie perso, qui vient illustrer un élément très fort qui est le sens et le rapport au travail, de manière à pouvoir effectivement se positionner soi. Le deuxième, c'est d'avoir des relations humaines renforcées. Et on sait qu'aujourd'hui, ça va être un sujet important puisqu'on est plutôt dans des constructions on va dire, d'un monde du travail hybride. Et donc, alors qu'on en a besoin, on va plutôt les freiner pendant un certain temps et puis peut-être de manière durable dans les façons de faire. Et puis, un sujet éminemment important et qui se renforce encore plus quand on est en sujet de distanciel, c'est la notion de reconnaissance et de soutien, où pour le coup, il y a une véritable volonté d'avancer sur ces éléments-là, il y a une véritable attente de tous les individus, que ce soit d'ailleurs vous, moi, etc., autour de cette notion de reconnaissance et de soutien. Donc, c'est des éléments humains très forts qui sont des leviers importants dans vos équipes. Et effectivement, par rapport à ces attentes-là, on a une conviction, c'est que l'engagement collaborateur, c'est le résultat d'un alignement entre ces besoins, ces attentes des collaborateurs avec les enjeux de l'entreprise. Et pour ce faire, il y a plusieurs acteurs qui ont un rôle clé pour obtenir cet alignement. En premier lieu, bien, la direction générale qui doit porter, incarner la raison d'être de l'entreprise, tenir aussi sa promesse RH auprès de ses collaborateurs. Ensuite, il y a les managers. Les managers, vraiment, là, vous voyez, c'est des managers, on les appelle managers catalyseurs parce qu'ils sont au plus près des équipes et ils doivent vraiment jouer ce rôle-là d'aligner avec bienveillance les aspirations, les motivations personnelles de leurs collaborateurs avec les enjeux de transformation de l'entreprise. Ils sont vraiment au plus près du terrain. Sachez que la dernière enquête Gallup là, de 2017 montrait que 70% de la variation de l'engagement est imputable aux managers. Vous voyez, les managers ont un rôle très, très important à jouer. Et enfin, j'ai envie de vous dire, les collaborateurs, ils ont aussi un rôle à jouer, un rôle de rendre explicite leurs attentes, leurs appétences. Si on offre le cadre, ils ont aussi un rôle à jouer et être proactifs aussi dans mieux se sentir dans leur travail. Voilà. Alors, un petit élément peut-être complémentaire qu'on avait vu ensemble, Nathalie, c'est que Oui. pour le coup, rien, entre guillemets, rien de nouveau sous le soleil, si on peut s'exprimer ainsi. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le constate, la crise a accéléré des attentes et cette notion de Saint Graal, d'engagement, d'expérience collaborateur est effectivement largement exacerbée et met en avant des leviers beaucoup plus forts autour notamment de ces notions de sens, de management, d'écoute, de soutien, etc. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qui sont aujourd'hui dans le viseur des entreprises et des collaborateurs. Oui, merci Thomas. Tu as raison de le préciser. C'est d'autant plus exacerbé en ce moment. Ouais. Alors, avant de vous présenter notre démarche, on tenait à vous présenter nos partis pris sur la démarche d'engagement collaborateur. Il y en a 5. Qui nous semblait vraiment important. Le premier, c'est d'impliquer l'ensemble des parties prenantes. C'est important voilà, quand on donne la parole, quand on laisse s'exprimer, c'est comme ça qu'on obtient aussi l'engagement. Quand on parle de parties prenantes, bien sûr, on pense aux parties prenantes internes, l'ensemble des acteurs concernés par le sujet que vous allez leur adresser, mais aussi externes. Pensez aussi à intégrer vos parties prenantes externes. Ensuite, c'est de rendre les collaborateurs acteurs de leur transformation. Bien, c'est une clé de réussite. Là encore, rien de nouveau, mais c'est d'autant plus important en ce moment de les raccrocher à ce qui se passe pour vous dans votre actualité, même si on sait que certains télétravaillent, c'est d'autant plus important. Et c'est là où justement l'approche digitale va permettre cela. Alors, ces collaborateurs, quand ils deviennent acteurs de leur transformation, quand ils deviennent acteurs du projet, ça permet déjà de fiabiliser le projet, qu'il soit en prise avec la réalité terrain, et puis ça permet bien évidemment de déclencher de l'adhésion et donc de l'engagement. Troisième parti pris, c'est de positionner les managers comme catalyseurs du changement. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est un maillon essentiel pour conduire, incarner le changement. Un autre élément important, c'est de sponsoriser le projet par la direction générale.
vous allez le voir dans une telle démarche qui met vraiment les collaborateurs au centre de la démarche, où on va aller recueillir leurs ressentis, leurs idées. Il faut que la direction générale, elle soit garante de l'écoute qui leur sera faite et surtout des moyens qui seront alloués. Clairement, on n'est pas du tout, notre démarche, ce n'est pas une énième enquête collaborateur où rien ne se passe derrière. L'objectif, c'est bien aller au-delà d'un simple diagnostic pour mener concrètement des chantiers et faire en sorte d'améliorer les choses. Et en ce sens-là, la direction générale et l'implication de la direction générale, elle est très importante pour donner ces signes forts auprès des collaborateurs. Et enfin, dernier parti pris, c'est d'expérimenter, c'est de passer à l'action pour pouvoir évaluer, ajuster les plans d'action, et ça de manière continue. Quand on parle d'expérimenter, ce passage à l'action, pour nous, il est essentiel. Même s'il se fait assez rapidement, il peut se faire de manière assez rapide par rapport au timing du projet, mais ce qui permet aux contributeurs, aux acteurs, vraiment de rendre… Ça les met en énergie parce qu'ils se disent, mais ça y est, on est dedans, on se transforme, on avance. C'est du tangible, c'est du concret. Et puis, quand on passe à l'action, moi, j'aime bien dire qu'on passe d'une expérience finalement intellectuelle à une expérience émotionnelle. Et cette expérience émotionnelle, elle est vraiment très mobilisatrice et très engageante, voilà, pour les acteurs. Et on voit bien que pour le coup, dans ce sentiment de crise où on sait que ça va durer encore à peu près une année, où il y a un mot qu'on n'aime pas trop tous qui s'appelle l'incertitude. C'est déjà pas pour nos vacances, on ne sait pas pour les vacances d'été, on ne sait pas pour le boulot, etc. Donc, c'est là où le point commun de ces 5 éléments, c'est la notion du collectif. Et c'est là où le collectif a un vrai sens dans ces moments-là où la situation est délicate et sur lequel c'est un catalyseur et un émulsifiant de performance et d'engagement. Alors, on va vous présenter notre démarche collaborative. Elle est structurée, vous allez le voir, et elle met vraiment en lien une démarche projet avec classique, mais qui va s'appuyer, et c'est toute la richesse de cette démarche, s'appuyer sur la plateforme digitale Witifit, qui va permettre d'embarquer un maximum d'acteurs, et vous allez voir avec des fonctionnalités qui permettent d'aller vraiment loin dans la mise en mouvement d'un collectif de travail. Okay, donc, on commence par une étape, je dirais classique, qui est le cadrage, mais qui est importante. Alors, sachez qu'on intervient sur différents types de projets, peu importe de quelle nature ils soient. On peut parler de projets d'entreprise, de projets autour de la satisfaction au travail. On sait qu'en ce moment, c'est un enjeu fort. Comment se sentent vos collaborateurs aujourd'hui, notamment en travaillant comme ça dans un mode hybride qu'on appelle mode figital, à la fois physique et distanciel. Ça peut être aussi sur comment vous êtes sur une phase on va en parler tout à l'heure, mais d'offres de services RH à améliorer, comment vous avez envie de collecter les ressentis de vos collaborateurs et de les faire intervenir. Voilà, donc on intervient dans différents types de projets. On peut aussi arriver à n'importe quel moment de votre projet. C'est-à-dire si vous avez un projet qui a démarré, on peut aussi s'y greffer. Vous allez comprendre pourquoi par rapport à ce qu'amène cette démarche. Donc, on va cadrer le projet, on va cadrer l'intervention, si le projet a déjà démarré, en posant de manière classique quels sont les enjeux, le périmètre de l'intervention, du projet, quelles vont être l'équipe, le sponsor du projet, les modalités de pilotage. On va rester très classique. Ce qui est important dans cette étape-là, c'est de bien penser à la partie communication, qui est essentielle, parce que vous allez présenter la démarche, vous allez rassurer aussi sur la démarche qui va être très, très participative. Et donc, c'est important de poser le pourquoi du projet, le pourquoi de la démarche et dans quelle intention elle est menée. Ensuite, l'étape, c'est de s'accorder sur les éléments qui seront à piloter par rapport à votre sujet, par rapport à votre projet. Ces éléments, ils vont être constitutifs de l'enquête digitale qui va être menée. Donc, c'est important. Alors, souvent, on le fait avec, bien sûr, l'équipe projet. On va le faire valider par le sponsor, mais on peut aussi, bien évidemment, intégrer un panel représentatif des acteurs de votre projet à ce stade-là. Alors Thomas, tu vas peut-être nous expliquer du coup comment est constitué, et c'est un peu le cœur de la plateforme Witifit, nous expliquer un petit peu comment est structuré justement les éléments constitutifs de l'enquête.
Oui, c'est assez fondamental parce que le premier étage de la fusée dans Witifit, c'est illustré par cette slide-là, c'est capter l'essentiel. Or, pour capter l'essentiel, il faut savoir effectivement ce qu'on veut capter et comment on veut le capter. Et en fait, la démarche qu'on a réussi à monter avec le CHU, c'est justement de pouvoir rentrer dans une notion d'indicateur. Cet indicateur va ensuite être éclaté par des sous-indicateurs, eux-mêmes par des questions. Pourquoi on fait ça? Et pourquoi la démarche qu'on a travaillée donc justement avec la CHU, sur la base d'ailleurs de publications et de travaux avec des psychologues, sociologues du travail, etc., c'est qu'en fait, les ressentis sont les drivers de tout individu, de vous, de moi, etc. On est drivé par ces notions de ressenti. Donc, il faut capter un premier ressenti brut, et ensuite, il faut être en capacité de pouvoir l'objectiver, sachant que de vous à moi, on n'aura jamais le même ressenti sur le même sujet. Parce que justement, notre provenance, notre ADN, etc., est complètement différente, notre appétence par rapport au travail, notre positionnement, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'il est important, c'est de pouvoir justement de capter une conséquence pour remonter à ses causes. D'où le fait de pouvoir éclater comme ça un indicateur qui va permettre d'être piloté par la suite. Et donc, comme vous le voyez à ce niveau-là, que ce soit au niveau du stress, de la satisfaction au travail, du télétravail ou du projet de transformation. Donc, ce sont autant d'INDEM qu'on a travaillé avec le CHU, et on travaille quotidiennement avec le CHU, puisque là, en plus, on intègre un thésard avec nous pendant 3 ans pour travailler justement sur le crunching de la data. On est bien sur des éléments qui sont dans des conséquences, c'est l'indicateur, et puis petit à petit, on va creuser pour vous permettre de voir à la maille de votre entreprise, à la maille de sa segmentation, etc., on verra tout à l'heure, quels en sont justement les leviers, les causes, les conséquences, mais aussi les points forts, de manière à pouvoir capitaliser sur cette démarche-là. Et donc, sur la base d'existants ou d'indicateurs qui sont complètement customisables, on verra ça dans notre exemple, justement, dans notre ex, on est capable comme ça de donner à l'entreprise des clés pour s'assurer, et Nathalie en parlait, de l'alignement entre le projet initial et sa réalisation. Comment aujourd'hui on peut vraiment s'assurer que le projet pensé va donner le résultat attendu. Voilà. Alors, j'ai utilisé un acronyme tout à l'heure, le CHU, c'est Centre hospitalier universitaire. Donc, c'est les grosses entités de santé qui associent hôpital et recherche. OK. Alors, on va revenir sur la démarche projet. Donc, une fois que vous êtes accordé, hein, ça peut être aussi des indicateurs sur mesure hein, qui sont pilotables, mais une fois que vous avez construit, vous avez décidé des éléments à piloter, hein, eh bien, vous allez lancer l'enquête. Alors, ça se fait très rapidement hein, par envoi mail et vous allez vous connecter sur la plateforme et recueillir donc les ressentis et en profiter aussi pour collecter des idées, des propositions d'amélioration. On verra ça tout à l'heure dans les copies d'écran voilà, que Thomas vous montrera au niveau de l'outil. L'idée, c'est, vous allez voir, en recueillant ces ressentis, ça va permettre rapidement de passer à la restitution qui va justement mettre en exergue, comme le disait Thomas, à la fois les points de satisfaction, mais aussi les leviers à améliorer, les leviers sur lesquels, en travaillant dessus, ça va améliorer les ressentis à différentes mailles. Ce qui va permettre de définir des chantiers prioritaires. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que là, on va montrer un petit peu plus des copies d'écran. Donc, je te redonne la main. Voilà. Exactement. Donc là, vous êtes bon, dans un sujet, dans un indicateur qu'on a pris au hasard, mais pas tant que ça, puisque je pense que tout le monde frétille et phosphore autour de cette notion de télétravail et de ses impacts. On a aujourd'hui défini avec le CHU d'un indicateur autour du travail et qu'est-ce qui l'impacte? Parce que finalement, l'indicateur en tant que tel, ce n'est qu'un format de travail, on travaille en présentiel ou en distanciel. En revanche, on sait qu'il a des impacts à la fois positifs. Le classique, c'est pas de transport, donc on gagne du temps, entre guillemets, mais en même temps des effets aussi pervers, puisque on l'a tous vécu, on le vit certainement tous encore. On a ces réunions qui s'enchaînent ou cette charge de travail qui est importante et donc on augmente cette pression qu'on se met au quotidien, qui est d'ailleurs un élément d'engagement hein, qui montre bien qu'on est présent en poste, mais il faut pouvoir justement bien la piloter parce que derrière, ça peut entraîner un certain nombre de risques. Donc, une fois qu'on a traité justement cet indicateur et que chaque collaborateur a pu s'exprimer
sous forme d'objectivation de ses ressentis et qu'il a pu effectivement donner aussi des propositions, parce que ça fait partie du sujet dans Witifit, c'est qu'on donne des ressentis mais aussi des idées. On va pouvoir avoir ce qu'on appelle un dashboard, un tableau de bord, qui va donner une photo très exhaustive et très rapide de la situation sur le fameux indicateur. Donc là, vous voyez que globalement, dans la copie d'écran qui est, je vous rassure, complètement fictive, on a un indice de télétravail, de satisfaction de télétravail qui est à 5,4 sur 10 et qui, justement, est plutôt valorisé par la notion de reconnaissance et d'équilibre vie pro-vie perso. En revanche, tout ce qui est collaboration et lien social est plutôt mis en exergue. Et donc, ça vous montre que derrière, en termes d'expérimentation autour du télétravail, si vous voulez le faire durer dans votre organisation, ce sont des éléments d'attention qu'il va falloir travailler pour vous permettre d'augmenter justement cette expérience collaborateur et donc cet engagement, puisque pour le coup, ça va venir en soutien et en apport complémentaire pour vous donner ces éléments-là. Et vous allez avoir en tant que dashboard, bien évidemment, en dessous, vous allez avoir les idées qui ont été proposées et les priorités. Voilà. Là, après, on a pas mal de fonctionnalités, bien sûr, qui vont derrière, mais au moins, ça vous donne la lecture du comment et du pourquoi, et tout de suite, de vous mettre en attention, à la fois, alors, vous savez, j'ai été très français pour le coup, j'ai capitalisé tout de suite sur les éléments négatifs, c'est-à-dire la collaboration et le essentiel, mais derrière, vous avez noté que derrière, la partie équilibre vie pro, vie perso et reconnaissance était hyper développée dans mon entreprise. Et donc, pour le coup, c'est un élément sur lequel je peux effectivement capitaliser, partager, nous rendre fiers sur ces éléments-là pour dire ça, c'est fait. Et là, c'est un point fort qui est pour nous. Voilà. Et donc maintenant, si je veux travailler sur mon exigence à moi, 5,4, c'est ma note à moi d'entreprise. Ce n'est pas une note qui est meilleure qu'une autre, ou etc. C'est mon point de départ. C'est comment je vais rentrer dans un process d'évolution sur ce 5,4. Peut-être parler des restitutions, du coup, un peu. Alors, dans la partie restitution, donc ça, c'est un outil qu'on met à disposition sur la base de l'expression des collaborateurs. Vous voyez qu'en haut, on a encadré ce qu'on appelle des filtres. En fait, à l'intérieur de Witifit, avant de lancer l'application et de lancer les campagnes d'écoute et de transfo, on va intégrer la structure de l'entreprise. Et donc, l'entreprise va être structurée en fonction de sa taille, en direction, en zone géographique, si elle est multisite, et puis bien évidemment en critères sociologiques. Ça peut être des tranches d'âge, des anciennetés, des métiers. Voilà, on récupère vos critères, tant en termes de libellé qu'en termes de segmentation. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de pouvoir justement, une fois qu'on a lancé et qu'on a récupéré les feedbacks des collaborateurs, de pouvoir driller, de pouvoir segmenter justement des populations dites homogènes, par type de section, direction, département, site, etc., pour voir quels sont les sujets. Et on voit bien que dans cet exemple qui est donné, quand je prends, donc la première ligne correspond à la moyenne de mon entreprise et va détecter un problème d'organisation, puisque c'est ma note un peu rouge à 4,2. Les autres sujets sont corrects, voire bons. Mais quand je vais segmenter mes résultats par direction, je vais bien voir que d'une direction à l'autre, justement parce que l'ADN, le métier, la façon de faire, etc., sont différentes d'une structure à une autre, d'une mini-structure à une autre en interne dans l'entreprise. On a bien des thématiques qui sont à la fois globales, puisqu'on voit que l'organisation est un sujet assez transverse. En revanche, dans les deux directions du bas, on voit qu'on va avoir des sujets de reconnaissance, des sujets d'équilibre, voire de tension, sur lesquels ça peut prendre le pas en termes de priorité par rapport à l'organisation. Et donc, le but du jeu, c'est de donner cette lecture à chaque manager ou couple manager RH, etc., pour rentrer dans des éléments de pivot, de levier, pour améliorer ces sujets-là. Bien évidemment, après l'outil, vous voyez que la partie encadrée, c'est qu'il est téléchargé au format Excel. Et juste à côté, on a un historique qui permet de justement remonter dans le temps et de voir comment les choses ont évolué dans cette pratique, puisque là, on est bien sur des changements quelque part de culture, sur lequel derrière, on va rentrer dans une continuité de service et d'amélioration pour tous. Donc, vous voyez, à travers la puissance de ces restitutions-là, ça va permettre de pouvoir définir les chantiers prioritaires en fonction du budget que vous avez aussi, des ressources. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir de manière assez rapide, assez immédiate, l'identification des chantiers et des chantiers à différentes mailles, comme vous disait Thomas, que ce soit la maille de l'organisation complète, mais aussi des mailles par service, par géographie, etc. Vous avez compris, tout est chargé dans l'outil, donc ça vous permet vraiment d'avoir plusieurs maillages dans la définition de vos chantiers.
Quand on a mis cette étape-là, effectivement, on a une étape importante qui est primordiale dans notre démarche, c'est de préparer et d'accompagner les managers. Alors, on l'a positionnée à ce moment-là. Elle peut être anticipée, elle peut être aussi tout au long du projet. En tout cas, ça nous semble essentiel d'appuyer les managers dans ce projet-là. Pourquoi ? Pourquoi on va les accompagner ? Parce qu'ils sont, on l'a vu tout à l'heure, un maillon essentiel pour pouvoir conduire le changement et être au plus près des équipes. On va les accompagner sur 2 dimensions. La première dimension, c'est les aider à adopter une posture de facilitateur, d'animateur qui va leur permettre d'être vraiment confort dans la partie déclinaison, par exemple, des chantiers en plan d'action au niveau de la maille de leur équipe, d'être aussi en capacité d'écouter les équipes par rapport à un sujet donné. Okay, donc ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est vraiment d'accompagner et de les aider à développer leur posture managériale. On l'a vu tout à l'heure dans les sondages, dans la période d'incertitude qu'on traverse, les collaborateurs ont besoin de reconnaissance, de gratitude, de soutien, d'écoute, d'empathie. Tout ça, ce n'est pas forcément facile à acquérir. On parle de soft skills qui ne sont pas simples pour les managers. D'ailleurs, 70% d'entre eux le disent dans un sondage, fin octobre, disaient que c'est très, très difficile pour eux de travailler, de piloter leur équipe, de manager dans un élément en télétravail avec la distance. Donc, c'est important de les accompagner. Et là, on a une modalité qui est au plus près des managers, voilà, au-delà, parce qu'on peut faire des formations de management, mais pour nous, rien ne vaut un accompagnement personnalisé au plus près du contexte du manager, au plus près aussi de ses filtres personnels, de ses croyances. Ouais, super vite ce qu'elle nous a passé, là, une soirée. Ok, eh bien, bienvenue. Au début, on parle sur toute leur routine, donc c'est... Isabelle, est-ce que vous pouvez couper votre micro éventuellement ? Je vais déconnecter parce que ça moins... On vous entend, Isabelle, mais voilà. Oui. Donc, effectivement, c'est de préparer les managers pour développer leurs soft skills. Et là, on va passer par du coaching selon un forfait d'heures qui a été contractualisé et on va adapter le coaching et le nombre de séances selon le sujet qui va être amené par le manager et qui va nous solliciter. C'est vraiment une démarche proactive de la part du manager qui en a besoin. On a vraiment voulu matérialiser cette notion un peu d'on-demand, c'est-à-dire qu'on voit bien dans les projets qu'on mène que chaque manager peut avoir un sujet qui peut demander 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être plus, etc. Et que pour le coup, c'est être à son écoute et d'avoir ce support vraiment qui va lui donner ce soutien complémentaire et cette force complémentaire pour aller traiter le sujet et aller de l'avant. Et il suffit d'un petit pas grand-chose. Alors, je suis désolé de t'appeler un petit pas grand-chose, Nathalie, mais un petit grand-chose. Mais pas non, mais oui, mais c'est justement le côté personnalisé permet que ça débloque. Voilà. En fait, ça peut débloquer. Alors, ce qui rejoint la question qu'envoyait Tiffaine, c'est qu'à un moment donné, cette notion d'accompagnement, elle est faite justement par Nathalie ou par les équipes d'INPIT sur ce sujet-là. Mais en amont, pour éviter ce sujet de ne pas prendre en compte ou de viser les managers, c'est un projet qui est là pour les faire grandir, pour les aider dans leur quotidien et ainsi de suite. Pour vous, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais on n'a aucun client qui nous a quittés depuis le début. Et derrière, pourquoi ? Parce qu'il y a une construction qui s'opère et que derrière, il y a une volonté justement d'apporter des solutions, des leviers, de craquer des éléments pour permettre justement à rentrer dans ce changement culturel. Et donc, ça se serait très vite si justement un manager se fait mettre dehors par ses résultats. Je vous assure, enfin, vous devez vous en douter, mais c'est comme un bruit qui court, c'est inarrêtable. Et derrière, on perdrait tous dans ce sujet-là. Donc, les entreprises savent très bien qu'elles doivent permettre de faire grandir. C'est partie de leurs souhaits et les éléments qui sont faits. D'où aussi, dans la façon de présenter, de communiquer sur le projet, c'est important aussi de rassurer, de connaître l'intention du projet et que la direction générale ou le sponsor soit très, très clair sur le sujet. Ça permet aussi de sécuriser. Enfin, on termine par l'étape d'évaluation. Donc, ça aussi, on va bien évidemment s'appuyer sur la plateforme digitale pour aller évaluer les plans d'action qui vont être mis en œuvre. Cette évaluation, elle va se faire par, à nouveau, la collecte des ressentis
mais cette fois-ci de manière très ciblée, parce que comme l'expliquait Thomas, il y a des leviers qui sont à améliorer dans certaines équipes et pas forcément dans d'autres. Donc voilà, ça va être ciblé cette fois-ci pour évaluer l'évolution des ressentis par rapport aux plans d'action qui ont été menés. Ce qui est important aussi dans cette étape-là, c'est de familiariser les acteurs, les managers, leurs équipes, au principe d'amélioration continue. Parce que vous l'avez compris, cette démarche-là, elle se rejoue dans le temps, c'est-à-dire qu'elle continue, elle est activée de manière récurrente. Je mesure l'évolution du ressenti, je définis, je vois les leviers qui sont encore à travailler, je vois aussi les leviers sur lesquels je peux m'appuyer parce qu'ils sont satisfaisants, donc ne pas oublier aussi les points forts sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir ensuite mettre en œuvre et on réévalue. On est vraiment dans cette démarche, vous voyez, d'amélioration continue et qui perdure dans le temps. Et ça permet de maintenir l'engagement de vos collaborateurs sur la durée. Et là, pour le coup, c'est ce que la plateforme vous permet d'outiller, de visualiser, de rendre accessible, etc. Donc, le premier étage de la fusée, vous l'avez vu, c'est la partie captation. La deuxième, c'est la partie analyse et dashboard avec tous ces filtres, etc. Et le troisième, c'est de pouvoir transformer les idées en plans d'action qui sont monitorés dans la plateforme, rendus visibles, monitorés et suivis en termes d'impact. Ce qui fait que chaque manager, lorsqu'il a lancé une action, d'un mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, au bout de 15 jours, il va récolter l'analyse de l'action pour savoir si oui ou non, ça a apporté du bien, du plus par rapport à la situation initiale, pour lui permettre ensuite d'entériner la solution et la rentrer dans son quotidien, ou alors de la modifier si potentiellement ça ne donne pas le résultat attendu. D'où le fait de faire une itération régulière de manière à rentrer dans ce process d'amélioration continue. Ok. Alors moi, ce que je vous propose, parce que pour un peu illustrer cette démarche-là, c'est de vous présenter, et Thomas va commencer avec le projet Smart Working, pour vous illustrer la manière dont certains projets peuvent être opérés avec cette approche démarche structurée projet, conseil, mais aussi appuyée par la plateforme Witifit. Alors, en quelques mots, parce qu'après, c'est intéressant aussi d'avoir vos retours et vos échanges par rapport à ça, mais sur la partie Thales, on a fait donc un webinaire là-dessus il y a peut-être une semaine maintenant avec Thales. En fait, le projet Smart Working est un projet qui est issu du niveau international et qui s'est mis en place il y a 1 an à Londres, enfin au UK, et qui, par la crise, a accéléré son déploiement, et notamment en France. Parce que le sujet était de dire, on a vu qu'il y avait un certain nombre de modifications dans l'organisation, et si on veut continuer cette notion à la fois de performance, d'attractivité et d'engagement, il nous faut pouvoir changer les règles du jeu. Et au travers du projet Smart Working, c'est ni plus ni moins que l'aménagement des locaux, l'intégration du télétravail et donc l'imbrication d'un mode hybride dans les façons de fonctionner, puisque chez Thales, vous avez aussi bien des personnes de service que des personnes en usine, en fabrication. La notion d'évolution des postures managériales et le fait de pouvoir rentrer dans la mobilité et la flexibilité de tous les emplois du temps. Et en fait, on a créé, donc, avec toute cette équipe projet, un indicateur sur mesure qui va justement capter cette notion de conséquences. Est-ce que oui ou non le projet Smart Working est apprécié en interne et sur quelle dimension, effectivement, il est fort, moins fort et sur lequel on peut le faire progresser, puisque ça va devenir, pour le coup, le nouveau référentiel de base qui va donner l'image, la performance et l'attractivité du groupe Thales. Donc, il y a un élément hyper important qui est de dire comment j'intègre ces nouvelles façons de faire, comment je m'assure qu'effectivement, ça donne son attendu, comment j'ai ce fameux alignement entre ce qu'on a imaginé et comment c'est digéré, traité au quotidien par toutes les équipes, puisque sur chaque BU, c'est ni plus ni moins que 600, 700, 800 équipes qui vont le mettre en musique à leur façon. Voilà. Et chacune va pouvoir rentrer dans un maillage et dans une constitution particulière. Et donc, c'est comme ça qu'ils pilotent le projet. Il n'y a pas que Witifit, je ne veux pas non plus, il y a d'autres éléments, mais Witifit est au cœur de cette démarche-là pour leur permettre justement de s'assurer de l'atteinte de leurs objectifs. Alors là, on le voit, c'est une application sur un projet vraiment de grande ampleur et qui amène du pouvoir d'action et une maille très fine, puisque c'est à chacune des équipes.
Alors, il peut y avoir d'autres applications, hein, d'autres démarches projets. Là, j'ai envie de vous parler d'un client que nous sommes en train d'accompagner et c'est un projet qui est porté par la direction des ressources humaines. C'est un groupe qui est dans la prévoyance et dans l'assurance, 2000 personnes, 8 business units. Et la DRH a lancé un projet à l'automne dernier sur la poursuite de la digitalisation de ces processus RH. Et elle souhaite en profiter, du coup, elle voulait profiter de ce projet-là pour s'interroger sur la pertinence de son offre de service RH au regard des attentes de ses collaborateurs. Donc, du coup, on a mené un certain nombre d'ateliers avec la fonction RH, mais pas que, aussi avec les collaborateurs, avec les managers, pour pouvoir construire un indicateur sur mesure qui permettait de capter le ressenti des collaborateurs sur l'offre de service RH. Donc, on a construit un indicateur avec, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec 5 sous-indicateurs qui ont permis d'objectiver le ressenti. Alors, le ressenti, ce qui était bien, c'est que ça a permis, alors voilà, pour le résultat, il y a vraiment des axes d'amélioration qui ont été, qui ressortent de ce résultat d'enquête, mais il y a aussi des gros points forts. Il y a des points forts sur l'intégration, sur la gestion du télétravail, le dispositif de formation, mais il y a encore des gros axes de travail sur le processus de recrutement, la gestion de la mobilité, qui est un axe majeur dans ce groupe-là. Et donc, ce qui a permis derrière à la DRH de pouvoir, se conforter les thématiques prioritaires à traiter, donc pour améliorer l'expérience RH. Donc, ça lui a permis de dire, on est dans la bonne direction par rapport à notre feuille de route, ce qu'on avait imaginé. Ça a permis aussi une prise de conscience sur 2 choses de la fonction RH. La première chose, c'est qu'il fallait qu'elle rende davantage visible, compréhensible les dispositifs RH. C'est-à-dire que là, en se confrontant au ressenti des collaborateurs, on a fait aussi des ateliers en dehors, des ateliers participatifs pour justement aller nourrir, enrichir les constats, les idées. Il y a eu plus de 300 idées qui ont été postées, mais là, on a fait aussi se rencontrer la fonction RH avec les collaborateurs, avec les managers. Et là, ça a permis de comprendre qu'en fait, il y avait beaucoup d'attentes sur des dispositifs qui existaient déjà. Donc là, c'est plutôt bien, il y a déjà des choses qui sont en place, mais du coup, ça vient ressortir le fait qu'il fallait davantage communiquer sur les dispositifs existants. Deuxième enseignement également, c'est que l'organisation de la DRH n'était pas claire pour tout le monde. Donc, besoin de clarifier aussi entre une organisation centrale et une organisation dans chacune des BU. Et puis, un troisième vraiment enseignement, c'est le fait que les collaborateurs, ils souhaitaient être vraiment acteurs de leur mobilité, de leur parcours professionnel. Donc, on voit bien, alors ça, c'était la DRH, c'était un peu son souhait, mais là, du coup, ça a été vraiment plébiscité par les collaborateurs et les managers de dire, voilà, on veut pouvoir avoir des outils qui nous permettent de maîtriser notre parcours professionnel, de pouvoir cerner nos compétences, nos potentiels, nos envies. Donc, tous ces résultats-là, on est dans la phase, on est en train et je ne vous citerai pas le nom parce qu'on est en train d'effectuer la mission. Donc, cette étape-là, elle est importante parce que les collaborateurs, ils ont vraiment été ravis d'avoir été sollicités comme ça dès le démarrage du projet, d'avoir pu s'exprimer, leur parole a compté. Et de fait d'être intégrés à ces ateliers de travail, d'avoir été sollicités via l'enquête, bien, tout ça, ça a contribué vraiment à développer une belle énergie et un bel engagement vis-à-vis du futur système d'info ressources humaines chez ce client-là. Alors, on va continuer à les solliciter à chaque étape clé du projet pour la suite. On est en cadrage fonctionnel. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment important de comprendre que d'interroger de manière factuelle, de les faire aussi partager ce qu'ils vivent, c'est très important pour pouvoir, dès le démarrage d'un projet, les engager et nourrir l'adhésion. Je vois que le temps tourne. Je vais aller très, très vite sur… on voulait vous partager avec Thomas par rapport à ce qu'on constate chez nos clients, quels sont les leviers qui sont vraiment exacerbés par la crise sanitaire. Donc, on va les passer très rapidement. Ça ne va pas vous surprendre par rapport au constat qu'on a posé aussi tout à l'heure par les sondages. Il y en a 3. Il y a d'abord le sens au travail, les modes de travail et de collaboration, et le dernier, c'est les modes de management. Donc, je vais aller très vite. On a aussi fait des webinaires un peu plus précis sur ces 3 leviers-là, donc ce sera l'occasion, vous pouvez les retrouver sur notre site Implead.
En tout cas, le sens au travail, eh bien, c'est de réexpliciter la raison d'être, mais aussi le rôle de chacun, la contribution de chacun au niveau de l'équipe, au niveau de son département, pour pouvoir justement rendre tangible dans quelle mesure chacun contribue à la mission et à la raison d'être de l'entreprise. Je vais très, très vite. Sur les modes de travail et de collaboration, bien, c'est de pouvoir travailler en équipe avec le collectif de travail, revisiter comment vous fonctionnez aujourd'hui en termes de rituels, de modalités de partage d'informations, de décisions, etc. C'est aussi de pouvoir vous entendre sur des comportements attendus. On sait qu'une équipe fonctionne quand elle s'est mise d'accord sur une charte de comportement, sur des modalités de rituels. C'est l'occasion de les revisiter avec les outils qui sont bien appropriés. Et en termes de mode de management, vraiment, la crise a apporté quand même du bénéfice. Hein, une chose positive, c'est que les managers ont dû faire évoluer leur mode de management. Et on le voit, et ça va dans le bon sens par rapport à l'engagement. On le voit, quand on est dans un mode digital, bien on passe du directif à plus de participatif parce qu'on est face à de l'incertitude, on a besoin de l'équipe pour prendre des décisions. Voilà, donc on est davantage sur du participatif. Le curseur aussi va bouger et on lâche un peu le contrôle pour faire davantage confiance aux équipes. Et puis, on va piloter l'équipe par les résultats et on les laisse gérer le comment atteindre ces résultats-là. Donc, on voit bien que les modes de management aujourd'hui sont en train d'évoluer. Alors, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour tout le monde. Ce n'est pas inné. Et ça vient donc encore plus rendre important l'accompagnement personnalisé des managers sur ces sujets-là. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que c'est vrai que le temps tourne. Vraiment, on sera ravis de continuer l'échange. Je vous indique ici nos coordonnées à Thomas et à moi et je rajoute les coordonnées de Pierre Chabourlin qui est notre responsable développement au sein du cabinet Implid et qui sera vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous sur vos problématiques. Donc, n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer aux questions, à vos questions. Merci Nathalie, merci Thomas. Alors effectivement, on avait déjà 2 questions dans le chat, dont une à laquelle vous avez déjà répondu Nathalie en partie. Est-ce que les managers ne peuvent pas se sentir jugés à travers l'enquête digitale et la démarche projet? N'y a-t-il pas un risque que les managers soient réfractaires à ce type d'approche? Oui, alors Thomas en a parlé tout à l'heure. Bon, déjà, voilà, il faut embarquer, il faut rassurer les managers, on l'a dit tout à l'heure. C'est important dès le démarrage du projet et quand on lance ce genre de démarche avec effectivement un outil de sondage, hein, donc ça peut être aperçu comme un 360 pour le manager, c'est d'expliquer qu'on a Thomas le disait très très justement, on est là pour faire grandir tout le monde et d'arriver à améliorer la situation. On n'est pas dans une recherche de coupable et ça malheureusement c'est ce qui peut arriver parfois dans certaines interprétations, donc c'est pas la recherche de coupable, c'est plutôt faire grandir tout le monde et trouver des solutions pour que le projet fonctionne, pour que chacun vive correctement les choses qui sont en train de se mettre en place dans l'entreprise. Donc, et ça doit être aussi vraiment réaffirmé par l'ensemble de la strate managériale et en plus haut lieu par la direction générale, qui doit être vraiment garante de ce cadre et de cette manière de voir les choses. Donc, c'est très important de le poser dès le démarrage du projet. D'accord, très bien, merci. Une autre question de Benoît. La démarche et l'outil sont-ils adaptés à un environnement industriel de production avec des populations moins réceptives au digital? Alors, en fait, les populations moins réceptives au digital, c'est une mauvaise formulation. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui est très digital. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur nos téléphones, nos Facebook, nos machins, nos trucs. Enfin, moi, j'y suis pas, mais j'ai d'autres trucs, j'ai d'autres tics. Pas toc, mais tics sur le sujet. En revanche, le point qu'évoque Benoît est un élément important, c'est que généralement dans ces environnements de production, on est très à l'heure au sujet, au monde du travail, etc. Et donc, intégrer une démarche comme celle-ci, alors qu'elle n'est pas dans de la production pure et dure, il y a effectivement une évolution de la culture qui s'opère. En revanche, pour répondre de manière très concrète, que ce soit chez Thales, que ce soit chez Storengy, que ce soit chez Botanique, vous connaissez l'enseigne, c'est une enseigne sur laquelle c'est des magasins, donc un siège, beaucoup de magasins, etc. On a des taux qui sont très bons
Pourquoi? Parce que derrière, l'entreprise a travaillé dans cet échange entre managers et collaborateurs, soit parce qu'ils mettaient aussi à disposition des outils, soit parce qu'ils créaient des espaces, ou parce que les collaborateurs acceptaient de pouvoir télécharger l'app sur leur téléphone perso, mais de rentrer dans un échange. Et en fait, tout ne s'est pas fait en un jour, et petit à petit, dans le temps, la récurrence et le fait de montrer l'exemple, de montrer qu'il y avait un échange pour rentrer dans des actions et rentrer dans l'évolution, a donné petit à petit envie à de plus en plus de personnes de rentrer dans cette démarche. Parce que finalement, ce n'était pas quelque chose pour que l'entreprise, c'était quelque chose pour tout le monde, pour lequel il y avait un intérêt collectif à rentrer dans de l'amélioration. Et donc, petit à petit, par conviction, par exemplarité, par capillarité, tous les clients sont arrivés à augmenter leur taux de participation sur ces sujets-là, y compris dans le monde industriel. Et je dirais même que dans le monde industriel, généralement, il y a, au-delà de la partie production, il y a aussi pas mal d'ingénieurs. Les ingénieurs sont très dans ce câblage-là de pouvoir rentrer dans des métriques et suivre des éléments. Ça rentre dans des aides complémentaires. Et d'où l'importance aussi de passer rapidement à l'action, c'est-à-dire que pour donner envie de rejoindre le mouvement, hein, c'est pour reprendre un peu notre baseline chez Implead, mais pour rejoindre le mouvement, il faut rapidement donner des signes tangibles que la transformation est en route, que les collaborateurs sont entendus. Donc ça, c'est important aussi pour pouvoir amener le collectif à de plus en plus de monde à rejoindre justement et à participer à la démarche. D'accord. Très bien. Alors, il y a une personne qui demande si on peut remettre la slide 12. Alors, juste pour information, cette session a été enregistrée et on va vous partager le replay. Donc, vous aurez tout le loisir de revoir les slides. La slide 12, c'est le schéma, non? C'est ça, sans doute. Il me semble, oui. Ouais. Par la suite. Et une dernière question, est-il possible de sonder la population de l'entreprise sur des thématiques spécifiques, tous les mois par exemple, au-delà de la campagne initiale? Oui. On peut sonder donc soit dans la construction d'un indicateur, et encore dans un même indicateur, on peut s'amuser à sonder une partie un mois, puis une autre partie un autre, etc., pour rentrer dans de l'agilité, ou même dire en fonction de mes éléments, je vois que c'est rouge à certains endroits, je vais appuyer ici, et rouge à d'autres, je vais appuyer sur d'autres sujets. Donc, on peut vraiment combiner ça. Mais après, on peut intégrer d'autres éléments justement pour affiner ou pour aller dans d'autres thématiques de manière isolée, entre guillemets, sans que ce soit lié à l'indicateur principal. C'est tout l'intérêt en fait d'aller chercher ce feedback qui est justement la base de la construction et de l'échange pour permettre de rentrer ensuite dans un système d'évolution. Très bien. Chez le client dont j'ai parlé tout à l'heure, on a fait, et l'outil permet de faire des sondages additionnels pour aller creuser une thématique spécifique. On est passé par l'enquête globale, mais on est passé sur des points d'attention qui étaient ressortis des ateliers et de l'enquête. Okay. Est-ce que ça répond à vos questions? Je vous laisse rebondir si cela n'était pas le cas. Il semblerait que oui. Est-il possible de se benchmarker anonymement avec des entreprises de son secteur, par exemple? Alors, la réponse est oui, sur des indicateurs qui sont communs, c'est-à-dire que sur on a deux indicateurs historiques, bien évidemment, que sont la satisfaction au travail et le stress, où là, on a développé effectivement un benchmark, à la demande de nos clients d'ailleurs, parce que historiquement, j'étais un peu réfractaire au benchmark, parce que pour le coup, je trouvais que ça mettait une pression et que ça ne servait pas forcément à grand-chose. En revanche, je n'ai pas voulu être plus dogmatique ou royaliste que le roi là-dessus. Et les clients, quelque part, en ont besoin aussi, donc on l'a créé. Donc oui, ça peut se faire. Bien évidemment, après, quand on est, par exemple, sur un projet de type Smart Working ou offre de service RH, le contenu de ces indicateurs sont tellement propres que se benchmarker de l'un à l'autre, ça n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment sur des thématiques classiques autour de l'engagement sur lequel c'est possible. Et puis pour compléter, oui, c'est bien le benchmark, mais l'idée et l'objectif, c'est quand même se benchmarker avec les premières collectes de ressentis. Et c'est surtout ça, c'est quand vous voyez votre évolution d'indicateur dans le temps, c'est ça qui compte aussi, parce que vous êtes, l'entreprise a son propre contexte, a ses propres enjeux, et donc c'est quand même l'essentiel, c'est de voir cette progression des ressentis de vos collaborateurs. Et Benoît parlait de valeur de référence aussi. Valeur de référence, voilà, exactement. Et l'outil permet de capter tout cet historique et c'est bien évidemment ça qui est à suivre au-delà d'un benchmark par rapport à d'autres entreprises du secteur. Donc les deux sont possibles et chacun peut se benchmarker avec ce qu'il veut. Voilà.
Très bien. On a une toute dernière question peut-être avant de terminer. En combien de temps se déroule la démarche? Alors moi, j'ai une réponse, mais je ne sais pas si elle vous plaira. Si elle vous plaira. C'est variable. Comme on est sur vous l'avez compris, on est sur une boucle itérative. Donc, en fait, l'objectif, c'est à son rythme, à son besoin. Le but du jeu, c'est de s'assurer le plus possible qu'on ait un alignement entre le début du projet et son attendu. Entre guillemets, une offre de service RH, par exemple, et je parle sous le contrôle de Nathalie, mais ça peut être effectivement sur quelque chose qui peut durer entre 6 mois, 1 an, et puis après, ça se 18 déroule. mois, ouais, c'est ça. Le projet Smart Working, entre guillemets, de Thales, qui est un projet quand même costaud, où il y a du test and learn permanent, avec des évolutions, des impacts, etc. C'est des projets qui vont durer 2-3 ans sur ces éléments-là. Et après, l'objectif que Thales a, c'est bien évidemment d'intégrer ça dans ses pratiques de toute manière, parce que c'est vertueux et ça rentre dans les schémas de feedback, de reconnaissance, de progression et ainsi de suite. Donc, le projet, après, il est à la main de chaque client. Il peut durer 1 mois, 12 mois, 15 ans. Voilà, il n'y a pas de règle. Pas de règle. Tant que c'est utile, ça a un sens. Si c'est plus utile, il faut vite arrêter. Puis après, ça dépend aussi des moyens qui sont alloués par l'entreprise. Nous, là, pour la création d'indicateurs sur mesure, on a eu la chance d'avoir un client qui a mobilisé rapidement des panels représentatifs entre les collaborateurs, nos managers, les managers, la fonction RH, ils se sont mobilisés assez rapidement, ce qui nous a permis de construire l'indicateur en quelques semaines. Voilà, donc ça, c'est la rapidité de mise en œuvre de cette captation-là, ça peut être assez rapide. Après, effectivement, comme le dit Thomas, on est sur un projet à long terme, puisque la digitalisation derrière des processus RH, c'est long. Voilà, ça suppose... Très bien. Alors, on a encore quelques remarques, questions. Est-ce qu'on suggère aux personnes qui sont présentes de revenir vers vous par email pour plus de questions, ou est-ce que vous voulez reprendre peut-être une dernière question? C'est comme vous voulez. On va en prendre une dernière, et puis après… Alors, pensez-vous publier les valeurs de référence que vous évoquiez? Alors, non, on ne les publie pas. Elles sont données, bien évidemment, avec l'acquisition de l'outil, mais ça fait partie justement des éléments qui sont intrinsèquement liés à la solution. D'accord. Très bien. Bon, bah, écoutez, je crois que c'était très complet et qu'on a répondu à la majorité des questions. Maintenant, c'est vrai que vous avez tous les coordonnées de Nathalie et Thomas, donc n'hésitez pas à les recontacter. On vous enverra le replay dans tous les cas. Merci. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Nathalie, Thomas, je vous le laisse. Eh bien, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vos collaborateurs, prenez soin de vous dans cette période délicate. C'est ça qui nourrissons-nous des bonnes énergies des uns des autres. Voilà, c'est ce qui va permettre de passer ces temps difficiles. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. À vous, en tout cas. Bonne Merci. journée. Merci, au revoir. Au revoir.